le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne arrivée à tous et à toutes. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale à Jacques Mel pour le Grand Journal François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Direction la RDC, troisième jour de manifestation pour réclamer le départ de la MONUSCO. Voici un reportage signé Africa News. De nouveaux affrontements meurtriers se sont produits lors d'une manifestation contre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Descendus dans la rue pour la troisième journée de protestation consécutive dans l'est du pays, les manifestants accusent la force de maintien de la paix de ne pas protéger les civils alors que la violence s'accroît dans la région orientale. Ils demandent le départ des forces de l'ONU présentes dans le pays depuis des années. Le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo, c'est pour les Congolais. Et depuis que la MONUSCO est là, la MONUSCO ne fait rien. La population est égorgée du jour au jour. Et pourtant, nous avons une mission de l'ONU pour sécuriser la population. Mais la population est massacrée. La population, on égorge les gens comme des moutons à la présence de cette MONUSCO-là. Quand les casques bleus rentreront chez eux, nous allons nous occuper nous-mêmes des choses. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de combattre le M23, alors nous allons nous défendre par nous-mêmes. Si l'ONU ne part pas aujourd'hui, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce qu'ils le fassent. L'est du Congo, riche en minerais, abrite une myriade de groupes rebelles et la sécurité de la région s'est détériorée malgré une année d'opérations d'urgence menée par une force conjointe des armées du Congo et de l'Ouganda. Au moins 15 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors des 2 jours précédents de manifestations dans l'est de la RDC. La guerre en Ukraine bouleverse le marché européen de l'énergie. Le gouvernement devient interventionniste pour contenir les prix et déconstruire la libéralisation mise en place depuis de nombreuses années dans l'UE. Voici un reportage signé Euronews. La guerre menée par la Russie en Ukraine pourrait modifier en profondeur la carte énergétique européenne. En France, EDF est en cours de nationalisation. En Allemagne, le gouvernement mobilise des milliards d'euros pour sauver Uniper. Le géant énergétique allemand est le premier importateur de gaz russe dans le pays et subit de plein fouet la diminution des approvisionnements. Les États membres de l'Union deviennent de plus en plus interventionnistes sur le marché de l'énergie. La question est désormais de savoir s'il s'agit d'un choix conjoncturel ou au contraire structurel. C'est un schéma que l'on voit à travers l'Union européenne et il devrait se poursuivre à mesure que nous entrons dans la crise énergétique hivernale. Je pense que c'est prématuré parce que cette intervention sur les marchés de l'énergie sera très difficilement démantelée. L'Union européenne a œuvré pendant des décennies pour libéraliser les marchés de l'énergie et en 6 mois à peine, beaucoup de ces mesures ont été abolies. Afin de contrôler les prix, les interventions gouvernementales progressent depuis le mois d'octobre et les premiers coups de semonce de Moscou sur les approvisionnements. Mais les résultats sont limités, les coûts restent élevés et les États membres poursuivent leurs subventions. Pour certains experts, il faut faire particulièrement attention. Nous avons vu des gouvernements entrer sur les marchés et subventionner de façon significative à la fois les ménages pour qu'ils consomment de l'énergie et les industries pour qu'elles consomment de l'énergie pour la production. Ce devaient être des mesures temporaires pour passer l'hiver et après, il devait y avoir un retour à la normale. Cela n'a pas été le cas, les prix sont clairement restés élevés et les gouvernements continuent de subventionner massivement et d'intervenir massivement sur les marchés de l'énergie. Et ça, c'est dangereux. Cela perturbe les marchés et en fin de compte, cela pousse les prix vers le haut car cela permet aux consommateurs de continuer à consommer de l'énergie, même lorsque les prix atteignent des niveaux élevés. La question est délicate pour les gouvernements qui cherchent à protéger les citoyens et les entreprises de cette flambée des coûts. Mais ce choix politique s'articule difficilement dans un marché que l'Union européenne cherche à libéraliser depuis plus de 20 ans.
En France, Mohamed Ben Salman reçu à l'Élysée, une visite qui suscite la polémique. Le prince héritier saoudien effectue actuellement son premier voyage dans l'Union européenne depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Voici un reportage signé RT. Un infréquentable en passe de redevenir incontournable. Après avoir rencontré le Premier ministre grec mardi, Mohamed Ben Salman doit dîner avec Emmanuel Macron ce jeudi. Une rencontre loin d'être anodine, puisqu'elle marque le retour en grâce d'un homme au statut de paria depuis l'assassinat de Jamal Khashoggi en 2018 au consulat saoudien d'Istanbul. Mohamed Ben Salman rencontrera les dirigeants de la Grèce et de la France pour évoquer les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans différents domaines. Une déclaration officielle et une première tournée en Europe depuis 4 ans qui traduisent en réalité la fin de l'isolement sur la scène internationale de Ben Salman, mais surtout une nécessité pour l'Occident de renouer des liens avec l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de pétrole brut, à l'heure où les prix de l'énergie s'envolent. Un changement de posture déjà visible il y a moins de 2 semaines, lorsque Joe Biden, qui avait qualifié auparavant les dirigeants saoudiens de paria, s'était rendu à Jeddah pour tenter de trouver une solution à la crise énergétique. Nous avons eu une bonne discussion sur le fait d'assurer la sécurité énergétique mondiale et un approvisionnement en pétrole adéquat pour soutenir la croissance économique mondiale, et ça commencera bientôt. Je fais tout ce que je peux pour augmenter l'approvisionnement des États-Unis d'Amérique, ce qui j'espère se produira. Derrière ce revirement, la volonté du 46e président des États-Unis de limiter la hausse du prix des hydrocarbures pour les consommateurs américains à presque 3 mois des élections de mi-mandat. Mais ce retour au premier plan international validé par la France passe mal chez certains. Mohamed Ben Salman peut apparemment compter sur Emmanuel Macron pour le réhabiliter sur la scène internationale, malgré le meurtre atroce du journaliste. La répression impitoyable des autorités saoudiennes contre toute critique. Crime de guerre au Yémen. La France ferme les yeux sur toutes les violations de droits humains au profit des intérêts économiques. En décidant de recevoir Ben Salman à Paris, Emmanuel Macron confirme que les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés de demain, surtout en temps de crise. En Ukraine, au moins 5 personnes ont été tuées et 25 autres blessées, dont des militaires, dans une frappe russe sur des entrepôts à Kovendensky, dans le centre de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional. Voici un reportage signé France 24. Kharkiv et Bakhmut sont des villes qui sont bombardées presque quotidiennement et qui se trouvent près de la ligne de front dans l'est du pays. Mais ce qui se passe ces derniers jours, c'est une intensification des frappes aussi sur des villes loin de ces lignes de front, notamment Kropyvnytsky qui est dans le centre du pays. C'est là qu'il y a 5 morts et plusieurs blessés selon les autorités locales qui disent que c'est un objet d'infrastructure qui aurait été frappé et que parmi les blessés, il y a des militaires et des civils. Et c'est aussi le nord de l'Ukraine qui a été frappé aujourd'hui, notamment la région de Kiev frappée pour la première fois depuis le 26 juin. Ce que le gouverneur de la région a décrit comme une installation militaire au nord de la capitale, une vingtaine de kilomètres au nord de Kiev. Là, il y aurait des blessés, mais pas de morts à déplorer pour le moment. Et puis plus au nord encore, la région de Tchernigiv continue à être frappée assez régulièrement par des frappes d'artillerie à plus courte distance à travers la frontière depuis la Biélorussie. Tout cela se fait au moment où l'Ukraine dit commencer à vraiment contre-attaquer dans le sud du pays pour essayer de reprendre du territoire dans la région de Kherson. Et notamment, elle se vante d'avoir rendu inopérable un pont qui traverse le Dniepr à Kherson, un pont que, selon les Ukrainiens et les experts aussi, est très très important pour les Russes pour continuer à fournir leurs troupes au nord du fleuve Dniepr, donc dans la ville de Kherson, capitale de cette région. Zoom sur la guerre, que se passe-t-il dans le monde? À l'émission L'échiquier mondial, la question qui a été posée, comment les BRICS sont en train de détrôner irréversiblement l'Occident, ces structures telles que le G7, l'ONU, le FMI, la solde des États-Unis. Écoutons un extrait de l'émission. Au tout début de l'opération spéciale russe en Ukraine, il semble que Kiev ait voulu négocier avec la Russie. Le 28 février dernier, souvenez-vous des titres, celui du Parisien, celui du Monde également.
Les délégations russes et ukrainiennes se rencontrent à Minsk. Mais les négociations échouent et l'un des membres de la délégation ukrainienne sera même assassiné à son retour à Kiev. L'OTAN veut que l'Ukraine continue la guerre et sa stratégie est simple. Moscou ne tiendra pas le choc économique des sanctions. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait à l'époque le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Pourtant, plus de 4 mois après le début des sanctions, c'est l'économie occidentale qui est au bord de la catastrophe. Les origines en sont multiples. Les pays du G7 sont parmi les plus endettés au monde. Regardez l'évolution des dettes publiques des 7 grandes puissances économiques. Pour le Japon, le niveau de sa dette représente 266% de son produit intérieur brut, 137% pour les États-Unis, 150% pour l'Italie, 112% pour la France et le Canada, 102% pour le Royaume-Uni. En dehors de l'Allemagne, tous les pays du G7 sont dans le rouge, ruinés. La dépendance des économies occidentales dans le domaine énergétique ou agricole est également sans issue. Pétrole, gaz, engrais, blé. Washington semble le découvrir aujourd'hui et le journal américain Bloomberg s'en émeut. Les États-Unis exhortent discrètement la Russie à conclure des accords sur les engrais pour débloquer le commerce des céréales. Les États-Unis cherchent à augmenter l'approvisionnement malgré les sanctions et la crise alimentaire mondiale. Le Kremlin a fait de la facilitation des exportations une condition dans les négociations sur les céréales. Et si l'on rentre dans le détail de cet article, regardez ce qu'écrit Bloomberg. C'est assez édifiant. Le gouvernement américain encourage discrètement les entreprises agricoles et maritimes à acheter et à transporter plus d'engrais russes, car les craintes de sanctions ont entraîné une forte baisse des approvisionnements, alimentant la flambée des prix alimentaires mondiaux. L'Union européenne et les États-Unis ont intégré des exemptions dans leurs restrictions sur les relations commerciales avec la Russie, pour autoriser le commerce des engrais, dont Moscou est un fournisseur mondial clé. Vladimir Poutine n'a pas attendu les sanctions occidentales pour réorienter l'économie russe vers de nouveaux partenaires. Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, plus que jamais, le leadership des BRICS est nécessaire pour développer une voie unificatrice et positive vers la formation d'un système véritablement multipolaire de relations intergouvernementales. Les nations BRICS peuvent compter sur le soutien de nombreux États asiatiques, africains et latino-américains qui s'efforcent de mener une politique indépendante. Le virage asiatique et la multipolarité sont désormais le mot d'ordre, non seulement du point de vue géopolitique, mais aussi du point de vue géoéconomique. Les contacts commerciaux russes sont en train de se développer avec la communauté business des pays de BRICS. Par exemple, il y a des pourparlers en cours sur l'ouverture des chaînes de magasins indiens en Russie. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. La production, comme d'hab, est signée de prod, réalisation Télé Beltop, pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel, pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Janelle, bonsoir Ruben, bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna. Avant de plier bagages, côté météo pour aujourd'hui, il fait beau temps sur Boston. La météo pour aujourd'hui, 86 degrés Fahrenheit à Boston, alors ça fait l'affaire quand même. Pour les vacanciers qui sont de passage en ville, dans la grande capitale des meilleures écoles du monde, Boston, Massachusetts, et ça vous donne 30 degrés Celsius. À Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, ça donne 31 degrés Celsius. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.